Voilà, rebonsoir à celles et ceux qui étaient déjà à notre Assemblée Générale. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette conférence. Je sais que vous vous languissez de l'information que je devrais vous donner, c'est les résultats du vote de l'Assemblée Générale, donc il va falloir qu'on finisse le décompte. Et je reprendrai peut-être la parole à un moment pour partager ça avec vous. On est très heureux d'accueillir ce soir Dominique Seux, qui a croisé la route des semaines sociales à différents moments. Bon, tout le monde le connaît, ça va être très rapide de le présenter, aux Échos depuis 1900. Non, il ne faut pas le dire. Quelques années. Donc voilà, il est aujourd'hui directeur délégué de la rédaction, voilà. Et puis éditorialiste notamment à France Inter, où on a le plaisir de l'écouter régulièrement, et chroniqueur régulier aussi à Ouest France. Il vient à notre rencontre ce soir avec quelque chose dont on sait qu'il le fait excellemment, c'est-à-dire nous partager son regard sur la réalité économique et sociale de la France. Mais il a accepté un exercice un petit peu particulier par rapport à ce que vous faites peut-être sur France Inter, ordinairement notamment. C'est aussi de s'exprimer en tant que chrétien et d'exprimer le regard qu'il peut porter en tant que chrétien sur cette actualité. La dernière fois chez Dominique, quand on s'était vu, c'était en 2020. C'était il y a 3 ans, c'était il y a un siècle. On était en plein confinement. Et vous nous aviez fait l'amitié de présider une de nos séquences de la rencontre qui portait sur quelle vie économique demain et quelle vie tout court. Alors c'est peut-être. C'était en distanciel, non? C'était en distanciel, oui, c'était l'époque où il nous fallait un papier pour pouvoir circuler, ça nous semble très loin, et c'était il y a 3 ans. Alors c'est peut-être des choses que vous allez reprendre. Rapidement sur l'organisation, donc Dominique va partager sa vision des choses, et puis il y aura bien entendu la possibilité d'un débat. Béatrice, tu veux dire quelque chose là-dessus? Donc dans la salle, ce sera avec des papiers qui sont à votre disposition. Voilà, comme d'ordinaire, il n'y a pas de censure dans les questions, il s'agit juste de gagner en efficacité dans le débat et de pouvoir utiliser le mieux possible le temps de discussion. Et pour nos amis qui sont à distance... Pour ceux qui sont à distance, si vous êtes sur Gmail, vous pouvez envoyer des questions. Par le chat sur de YouTube. Par le chat de YouTube. Et envoyer, sur le lien, on vous indique où est-ce que vous pouvez envoyer vos questions et on essaiera de les récupérer. Et c'est Isabelle qui se chargera de faire porte-parole de vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous demande de réserver un tonnerre d'applaudissements à Dominique Seux. Voilà. Ben, merci beaucoup de m'accueillir, c'est vrai. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas où est la caméra pour saluer ceux qui sont éventuellement à distance. C'est la petite chose qui est là-haut. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je connais depuis longtemps les semaines sociales. Je suis allé à Lille il y a quelques années. Alors, je crois que vous tournez, donc vous êtes allé souvent à Lille. Je suis allé à Lyon, me semble-t-il, et merci de m'avoir invité à plusieurs reprises. Alors, évidemment, je vais couper cette chose-là. Pardon. Alors, j'ai été un peu embarrassé quand j'ai vu le titre de ce propos, de cette discussion. Je vais d'abord dire un certain nombre de choses, puis après, il faudra évidemment que ce soit informel, une discussion, et sans hésiter à être incisif avec moi et à me bousculer éventuellement. J'ai vu journaliste chrétien. Alors, je ne me revendique absolument pas comme journaliste chrétien. Journaliste et chrétien. Je suis journaliste jusqu'au bout des ongles. Je ne vais pas dire d'abord journaliste, mais mon métier, c'est le journalisme. Et il se trouve que par ailleurs, je suis chrétien. Est-ce que ça modifie un petit peu ma façon de travailler? On rentrait tout de suite dans le dur et le vif du sujet avant d'évoquer plus classiquement peut-être les grandes tendances qui aujourd'hui me frappent dans notre monde contemporain, et notamment en matière économique. Ça a des effets, effectivement, le fait d'être chrétien. Disons que ça a 4 effets. Le premier effet, ça ne va pas vous surprendre, je suis quand même porté par, on dira en langage laïque, l'espoir, et en langage chrétien par l'espérance, mais j'essaye de le porter. Je suis quand même frappé du fait que notre métier est un métier de cynisme et de pessimisme. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure, etc., vous connaissez tout ça. J'essaye systématiquement, depuis 15 ans maintenant sur France Inter, d'avoir au moins une chronique optimiste par semaine. Je vous assure que ça n'est pas facile, et ça n'est pas évident du tout, non pas de trouver une actualité qui soit un peu plus positive, optimiste c'est pas le mot, mais plus positive,
mais ça n'est pas la pente la plus naturelle, y compris de moi-même. Et donc, c'est vrai que j'essaye de faire ça. Il y a suffisamment de monde qui dit que tout est noir pour ne pas se joindre à cette cohorte-là tout le temps. Évidemment, la limite de cette affaire-là, c'est que de cette façon de voir, c'est que ça pourrait m'inciter, et parfois on me le dit, à voir à l'inverse les choses en rose, voire trop en rose. Donc c'est un équilibre à soi. Mais j'ai ce souci permanent, notamment en radio, de porter un regard un peu d'espérance. Je vous donne un exemple très concret. Je parlerai longuement du climat, mais sur les questions climatiques, je pense que si on ne dit pas aux Français et aux habitants du monde, mais notamment aux Français, ce que vous faites, les efforts de sobriété, ça marche, ça peut être efficace et ça a des résultats. Si on passe notre temps à dire, en fait, c'est totalement insuffisant, on n'aboutit à rien, ça ne va pas les inciter à aller dans cette direction-là. Essayez d'équilibrer les choses. La deuxième chose, qui est pour moi la plus importante, mais qui est aussi peut-être ma limite de journaliste, c'est que, et je pense que ça a une origine chrétienne, c'est, alors, chrétienne au sens large, c'est l'éthique de responsabilité. Il n'y a pas d'édito radio que je fasse sans me dire, si j'étais à la place des acteurs, qu'est-ce que je ferais? Ça n'est pas évident du tout, parce que le commentateur a un rôle, j'ai absolument conscience que le rôle de commentateur est un rôle extraordinairement facile. Être dans l'action, c'est beaucoup plus difficile. Et si on ne se pose pas la question, moi, qu'est-ce que je ferais à leur place? Évidemment, c'est facile, et donc toutes les solutions miraculeuses peuvent arriver. Je me vois pas comme un acteur, mais que ferais-je à leur place? À la fin, une décision doit être prise par quelqu'un. Si je ne suis pas capable, si j'étais acteur, d'assumer cette décision, je ne vais pas en parler. Alors, ça a aussi des inconvénients, puisque ça peut ça peut me brider, et ce qu'on me dit souvent, attention, ça ne te pousse pas à la révolution. C'est une forme de conservatisme, de dire, si j'étais à la place des acteurs actuels, donc ça m'enferme un petit peu. Donc j'en connais la limite. Troisième élément, quand on croit à l'histoire longue, plus de 2000 ans, évidemment, on a tendance quand même à relativiser les choses et à ne pas considérer que tout événement est absolument considérable et marque un virage inouï dans l'histoire du monde. Je crois que c'est Flaubert qui, dans le dictionnaire des idées reçues, mettait à la définition virage, où c'est toujours le moment en cours selon les journalistes. Dès qu'il y a une actualité, un journaliste est absolument persuadé que c'est un virage radical. Non, on se calme, on relativise, on prend un peu de distance et de hauteur. Essayez de repérer dans l'actualité, est-ce que c'est chrétien ou pas, je ne sais pas, les choses vraiment importantes. Il y a une définition du journaliste depuis longtemps qui est donner du sens au bruit, faire du bruit uniquement avec ce qui a du sens. Donner du sens. L'actualité, c'est du bruit. Et de l'actualité, il y en a partout. Dans cette pièce, il y a énormément d'actualité. Vous savez énormément de choses que nous ne savons pas. On pourrait faire des centaines de pages d'articles autour de nous, dans le quartier, etc. Qu'est-ce qui est important? Donner du sens au bruit, repérer le sens des choses, mais faire du bruit uniquement avec ce qui a du sens. Trouver, au-delà de la surface des choses, les choses qui sont signifiantes. Évidemment, on remonte l'agenda climatique très très haut avec ce genre d'analyse. Quatrième point, et après je vais vraiment entrer dans le vif sur l'actualité, quatrième point, c'est... alors c'est plus une question, est-ce que le regard de chrétien que je porte sur l'actualité me pousse à aller suffisamment à faire attention aux plus faibles? J'ai une étiquette d'épouvantable journaliste libéral, surtout dans un média qui, comme dirait la directrice de France Inter, n'est ni de droite ni de gauche. Je ne sais pas pourquoi vous ririez. Voilà, ça reste entre nous, dis-je à la caméra. C'est vrai que quand on s'exprime quand on a la chance de s'exprimer devant un certain nombre de millions de gens, est-ce que on a une responsabilité? C'est-à-dire, on n'a pas d'impact forcément, mais on a une tribune. Est-ce que je l'utilise bien? Et chacun d'entre nous, tous les journalistes qui savent bien, est-ce que nous utilisons bien le pouvoir qui nous est donné, le pouvoir en tout cas de commenter et d'analyser? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Je me la pose différemment aux Échos et à France Inter, mais on pourra y revenir dans les questions. Alors,
sur l'actualité. Quelles sont les grandes tendances qui me marquent aujourd'hui? D'abord, j'ai tout bonnement envie de dire que vous êtes quand même assez sympathique d'écouter un journaliste, notamment économique, parce que les journalistes économiques se sont régulièrement et largement trompés ces dernières années. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde pensait que ce serait une catastrophe assez définitive après les années de le confinement, qu'on aurait du mal à se relever du Covid. C'est reparti extrêmement vite en 2021. Les journalistes ont dit que la mondialisation était éternelle. Est-ce qu'elle est en train de virer? Les journalistes sont incapables de savoir quelle est la bonne politique monétaire aujourd'hui ou si le marché immobilier... En gros, nous ne savons pas grand-chose et c'est de plus en plus compliqué. Mais il y a une chose qui est certaine et qui me frappe, c'est que notre pays, tous les pays développés sont un peu comme ça, mais notre pays est particulièrement stressé, mécontent, tendu, au-delà même probablement de la réalité des choses. Il y a une sorte de burn-out collectif qu'on sent bien à la fois dans le débat public, dans la rue, etc. Pourquoi? Ma réponse est probablement que nous sommes groggy, nous sommes désorientés parce que nous vivons ces dernières années comme rarement avant, effet peut-être pas assez relatif des choses, mais nous vivons dans un ascenseur émotionnel. Si on pense à ce que nous avons vécu depuis 15 ans, c'est quand même assez incroyable. La crise financière, les attentats de crise financière 2008-2010, crise de l'euro 2012, la Grèce qui a failli quitter la zone euro, c'était compliqué. Je mets pas tout ça au même niveau. Hein. Les attentats de 2015, les gilets jaunes en 2018 pour la France, le Covid en 2020, l'Ukraine en 2022, sans oublier évidemment les questions climatiques. Nous sommes dans un burn-out. Et je pense que c'est compliqué pour chacun d'entre nous en réalité, comme corps social, mais chacun d'entre nous, nous vivons dans un ascenseur émotionnel. Je voudrais vous partager 5 convictions très générales avant évidemment d'échanger. D'abord, je pense que les 5 choses qui marquent notre temps ou notre époque, nous sommes dans une économie d'externalité et dans un monde même d'externalité. Ça veut dire que des impératifs extérieurs aux sociétés dans lesquelles nous vivons s'imposent aux acteurs politiques, économiques et sociaux. La santé, on l'a vu avec le Covid, la guerre, le retour des frontières, les questions de souveraineté, le mécontentement des peuples, le climat. Au total, s'il faut résumer en une phrase ce qui domine, c'est plus de politique, moins de marché. Nous, je ne vais pas dire nous ne fermons pas une parenthèse libérale, mais il y a quelque chose qui est quand même en train de se passer. Nous ne sommes plus dans un temps libéral. Ça, c'est absolument certain. Alors, c'est un concept à manier qui est un peu complexe parce que les politiques ont pris la main sur beaucoup de sujets et donnent leurs ordres ou leurs indications, je vais développer, aux autres acteurs. Mais on voit bien que les États sont dans une concurrence pour séduire aussi les acteurs économiques. Et je vous le dis juste parce que là, à la conférence, aux Échos, nous hésitons. Il est possible que demain, Emmanuel Macron annonce qu'Elon Musk va implanter une usine Tesla en France de batterie. On ne sait pas très bien. Bon, c'est possible. Mais si une usine Tesla était arrivée en France, c'est parce que l'État français est prêt à mettre des milliards d'euros, comme il a mis des milliards d'euros sur les usines de microprocesseurs, sur les usines de médicaments. Les États font la course entre eux et sont prêts à dérouler le tapis rouge aux entreprises dans cette période de révolution industrielle et de retour des souverainetés, pour changer la donne. Donc c'est un rapport de force les politiques ont pris la main, parce que les peuples le veulent, mais ils sont obligés en même temps d'aller chercher, de séduire les uns et les autres. C'est vrai que les pandémies et les guerres, et la guerre nous concerne en Europe, l'Ukraine n'est qu'à 1189 km de notre frontière. Le temps, la chose qui me marque beaucoup, c'est que je crois que la géopolitique est de plus en plus importante. Il y a un entretien absolument remarquable qui a été publié d'Henry Kissinger. Henry Kissinger, pour les plus jeunes d'entre nous, a été secrétaire d'État du président Nixon dans les années 70. C'est lui qui a fait l'ouverture avec la Chine. Il a publié un entretien pour ses 100 ans, vendredi, il y a 2 semaines, dans le The Economist, et il brossait un petit peu un temps très long, et il disait, nous sommes en 1914 peut-être, mais entre les États-Unis et la Chine. Entre les États-Unis et la Chine. Alors,
sa thèse, parce qu'il a toujours défendu la réconciliation avec la Chine, c'est qu'il faut que les Américains fassent des pas vers la Chine. On peut en discuter à l'infini. Mais nous sommes dans un temps géopolitique très compliqué. Elon Musk a expliqué à Emmanuel Macron, quand il est venu il y a un mois à Paris, il est absolument certain que Taïwan sera envahi dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il veut implanter des usines en Europe. Donc nous sommes dans un temps géopolitique. Nous sommes dans un temps de bataille entre les autocraties et les démocraties. Mais l'issue n'est pas connue. L'issue n'est pas connue. Il y a des avantages des autocraties, notamment le temps long. Xi Jinping et Poutine sont au pouvoir depuis 2012. Ils sont arrivés en même temps. Il y a des inconvénients des autocraties. Quand elles vont dans le mur, elles foncent. Sur le zéro Covid, ça a été exactement ça. L'Ukraine, c'est évidemment aller dans le mur pour Poutine. Il n'arrête pas, il fonce. Donc c'est les inconvénients des autocraties. Les avantages des démocraties, on les connaît. Ce sont les libertés. Les limites des démocraties, c'est que l'intérêt individuel l'emporte sur l'intérêt collectif. J'ajouterais dans ce temps politique, c'est quand même les ravages des réseaux sociaux. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de citer une formule de Brice Teinturier, vous savez, l'expert des sondages, qui dit « Nous vivons avec les réseaux sociaux un Saint Thomas inversé ». Saint Thomas inversé, Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, les réseaux sociaux, je ne vois que ce à quoi je crois. C'est assez vrai, chacun est dans son tunnel. Et donc ça produit quand même un certain nombre de catastrophes. Il y a une montée des nationalismes, à la fois dans les pays autoritaires, c'est un nationalisme conquérant, j'évoquais l'Ukraine et Taïwan, et dans les démocraties, c'est un nationalisme de repli, de peur d'émigration, le Brexit, qui est miné de l'intérieur. Le mécontentement des peuples est quelque chose qui nous marque tous. Alors on a déjà vécu ça aux États-Unis, en Italie, au Royaume-Uni. Est-ce que ça va toucher un jour la France? C'est évidemment la grande question. Et un certain nombre de leaders populistes, à droite et à gauche, sont sur ce qu'on appelle le tout-doigt-pétisme. C'est-à-dire, il faut attiser le feu parce qu'il en sortira toujours quelque chose. Alors avec des stratégies différentes à droite et à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, mais on voit bien ce qui se joue là. La difficulté, c'est que le modèle économique capitaliste ne sait pas très bien gérer les externalités. J'ai dit que les externalités étaient ce qui s'impose à nous maintenant. Le capitalisme a du mal à gérer le temps long. Je ne sais pas très bien quel régime gère bien le temps long, mais probablement les autocraties le gèrent un petit peu mieux. Et nous sommes dans un libéralisme qui doit être régulé. C'est une conséquence très concrète et économique, c'est que nous sommes dans un temps que j'appelle d'innovation administrée. On a rarement connu ça. Le temps de l'innovation administrée, ça veut dire que c'est les États, je vais vous donner un exemple très concret, mais vous l'avez déjà en tête, les États disent aux acteurs, vous devez aller dans telle direction. L'exemple, c'est évidemment l'automobile. On dit aux constructeurs automobiles, vous avez jusqu'à 2035 pour basculer tout votre outil de production et la demande finale, c'est-à-dire la consommation, les achats, vers l'électrique. Il y avait une autre solution, c'était de dire, vous devez décarboner vos voitures, mais vous faites comme vous voulez. Non, on est dans un temps, et je pense qu'on va le voir dans pas mal de secteurs, innovation administrée. Un point à ne pas oublier quand même sur ce premier point, je promets, je vais être plus rapide sur les autres, la mondialisation a quand même apporté, de manière phénoménale, augmenté, a amélioré le niveau de vie, c'est un peu une banalité, mais il n'est pas inutile de le rappeler, le niveau de vie dans les pays émergents. Voilà. Et pas seulement en Chine. Quand on va en Chine, c'est évidemment spectaculaire, mais pas seulement en Chine. La deuxième conviction, c'est que, donc première, les externalités, plus de politique, moins de marché. Deuxième conviction, c'est la conséquence économique de tout ça, c'est que la Terre n'est plus plate. La Terre n'est plus plate, là il faut une seconde. C'était un livre de l'essayiste Thomas Friedman en 2005, je crois à Paris aux États-Unis, qui a été titré « La Terre est plate, il n'y a plus de frontières » après la chute du mur de Berlin. Le commerce des hommes, des marchandises, des biens financiers sera éternellement sans frontières. Non, la Terre redevient un peu carrée avec des angles. Le commerce est moins facile, ça va avoir des conséquences évidemment sur les prix. La mondialisation ne disparaît pas du tout, contrairement, je ne crois pas du tout à la démondialisation, mais elle est un peu différente. Ce qui change, c'est qu'avant, nous avons vendu aux pays émergents des produits que nous avons conçus et qu'ils fabriquaient à bas coût. Cela les a enrichis et ça nous a donné du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation inversée. C'est-à-dire que nous voulons relocaliser chez nous des activités, mais évidemment, ça nous coûtera plus cher. On peut le dire autrement, on peut dire un peu moins de Lego et un peu plus de local. Le Lego, c'est l'économie qui s'emboîte.
C'est-à-dire, dans une voiture, vous avez des pièces qui viennent de 70 pays différents en France. 70 pays. Donc, ça se modifie. Il y a quelques petites relocalisations, il n'y en aura pas beaucoup, mais il y aura surtout des nouvelles localisations dans les pays plus proches. Quelle mondialisation? Alors, il y a une bagarre entre les Européens et les Américains. Les Américains essayent d'imposer la mondialisation, le friendshoring, c'est-à-dire la mondialisation entre amis. Voilà, ils essayent de faire ça. Commerçons entre pays qui ont les mêmes valeurs démocratiques, en clair américaines. Voilà. C'est pas ironique du tout, hein. C'est leur façon de dire les choses. Les Européens sont sur un autre concept qui est le dérisking. Le dérisking, ça veut dire je diminue les risques de mes chaînes de valeur, de mes productions, de mon économie. Prenons un exemple, c'est Valeo qui dit que Valeo a 43, je ne sais plus très bien si c'est 43 usines en Chine, mais enfin à peu près comme ça, et ils disent attention avec la Chine, demain s'il faut quitter la Chine comme on a quitté la Russie, ça nous pose un problème. Ils ouvrent des usines en Malaisie, en Indonésie et un peu partout. Dérisking, on diversifie. Voilà. Et ça c'est toutes les entreprises, grandes entreprises sont en train de faire ça. Mais à vitesse grand V, ça va très très vite. Donc ça, c'est une évolution intéressante. Parce que chacun a compris qu'être unisource est un problème. Fukushima, après Fukushima, en 2011, tous les constructeurs automobiles de la planète se sont rendus compte que le pigment pour fabriquer et avoir des voitures peintes en blanc venait d'une usine qui était près de Fukushima. Donc pendant 6 mois, il n'y a plus de voitures blanches produites, plus une dans le monde. Ils ont dû, après, tous faire autre chose, aller tourner leur production ailleurs. Alors évidemment, là, ça veut dire que chaque pays, et notamment les grandes puissances, assument une dose de protectionnisme. Ça n'est pas un gros mot, le protectionnisme. Les Américains le font depuis très longtemps, la Chine, c'est son modèle, et l'Europe est en train de le découvrir, notamment sur le bonus auto, puisqu'on a découvert qu'on était en train d'introduire, qu'on risquait d'importer des voitures chinoises subventionnées par le contribuable français. Alors on s'en était pas aperçu parce que jusqu'à maintenant il n'y avait pas de voitures chinoises importées, mais ils arrivent à grande vitesse avec des voitures un peu moins chères. Donc l'Europe ne veut pas tellement agir, donc la France est en train d'agir et va essayer à partir de septembre que le bonus pour les voitures électriques soit réservé aux voitures dont le contenu au moment de la fabrication en carbone est plus bas que X. C'est compliqué parce que ça viole un peu les règles européennes. Donc il faut trouver un système un peu de contournement. La grande question sur cette conséquence économique, c'est quelle est la place de l'Europe? Dans quelle cour veut jouer l'Europe? Est-ce que l'Europe a gagné la bataille de l'euro, la bataille de l'unité, elle a gagné la bataille du Brexit? Elle a gagné cette bataille du Brexit, mais est-elle prête à faire des guerres? S'il fallait en faire. La guerre commerciale, la guerre de la souveraineté, est-elle au milieu ou est-elle dans un camp? Vous vous souvenez des polémiques qui ont entouré le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, il y a 3 semaines, autour de ça. L'avantage et la bonne nouvelle pour nous, Français, c'est que les Français sont quand même très forts en concept, en idées neuves. Et nous avons toujours été assez hostiles à la mondialisation, collectivement. Et donc nous nous sentons très à l'aise dans ce nouveau monde qui remet à bas un certain nombre de cartes. Troisième conviction, l'inflation est difficile à contrôler. Sommes-nous au bout de l'inflation? La réponse, à mon avis, je peux me tromper, mais clairement non. Parce qu'un monde moins mondialisé est un monde où il y a plus d'inflation. Un monde moins mondialisé est un monde où il y a plus d'inflation. Il y a beaucoup de types d'inflation. Il ne faut pas se tromper sur les différentes sources d'inflation. Vous avez l'inflation énergétique. L'inflation énergétique, bon, elle est liée à la guerre en Ukraine pour l'instant. Elle est en train de s'arrêter. Elle va s'arrêter. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Il y a l'inflation liée aux désorganisations de production post-Covid, notamment sur les médicaments. Elle va aussi s'arrêter, les goulets d'étranglement vont s'arrêter. Il y a l'inflation liée à l'évolution de la mondialisation, ça j'en parlais, ça c'est durable. Mais ce n'est pas une inflation, c'est plutôt une mise à niveau des prix. Donc nous allons avoir des prix plus élevés, mais pas forcément un phénomène auto-entretenu d'inflation. Mais il y a 2 sortes d'inflation qui, elles, vont durer. C'est celle qui est liée à la transition énergétique. Ça va être une inflation très importante, très durable. Et l'inflation liée à la facture du quoi qu'il en coûte monétaire. Est-ce qu'il y aura un écroulement du prix des actifs? La question est ouverte. Est-ce que c'est grave, docteur, de l'avoir de l'inflation?
les plus anciens d'entre nous, et je me mets dedans, se souviennent que dans les années 70 et 80, quand on voyait les chefs d'entreprise, et même les acteurs économiques individuels disaient « chic, il y a de l'inflation, c'est formidable, ça met de l'huile dans les rouages ». Puis après, on a eu 20 ans d'inflation zéro, et on a dit « oh là là, c'est épouvantable, il y a la déflation ». Donc il faudrait savoir, déflation on n'est pas content, inflation on n'est pas content. Je crois qu'on va être dans un monde à 3-4%, assez durablement. Alors, est-ce que je ne sais pas à quel moment ça va rejoindre ces 3-4%, mais je pense que la difficulté, la question c'est évidemment est-ce que les salaires suivent, et la difficulté c'est que l'inflation est un phénomène extrêmement darwinien. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'entreprises, il y a celles qui peuvent passer les prix, il y a celles qui ne peuvent pas passer les prix. Et là, en ce moment, on voit il y a une grande sélectivité dans les entreprises. La relativement bonne nouvelle, j'essaie de mettre une bonne nouvelle à chaque fois, la relativement bonne nouvelle, c'est que les salaires, globalement, quand même, suivent plutôt. C'est pas ce qu'on entend médiatiquement, mais quand on regarde les salaires, ils sont plutôt à 5% en moyenne. Alors, y compris avec les primes, attention, hein, c'est pas le salaire, c'est la rémunération, pardon, je me suis mal exprimé. Et ça, il n'y a pas de phénomène auto-entretenu inflation-salaire, mais dans les entreprises qui peuvent le faire, les salaires ont plutôt suivi, et ça, c'est plutôt pas mal. Quatrième conviction, mais j'espère qu'on en discutera après, le climat est et restera un sujet absolument central. La nouveauté de 2023, 2022-2023, c'est que le sujet climatique est devenu un sujet de météo. Ça veut dire que le climat, tout le monde a compris que ça changeait dès maintenant notre météo. C'était pas le cas il y a 5 ans. C'était un sujet un peu ésotérique, lointain, de rapport, de réflexion, d'engagement idéologique, enfin idéologique au sens noble, hein. Mais là, c'est devenu un sujet de météo. Donc ça a percuté toutes nos vies individuelles beaucoup plus fortement. Alors, le drame des questions climatiques, c'est que les efforts qu'on fait dans un seul petit pays, comme la France, ou même comme un petit continent comme l'Europe, ne se voient pas tellement au niveau global. Et c'est assez décourageant. Tout ce qu'on essaye de faire pour limiter le réchauffement climatique ne change pas grand-chose à la température dans notre pays, et même sur le continent européen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, je vais vous dire pourquoi. Mais ça va changer les choses à hauteur d'un centième de degré, peut-être d'un dixième de degré, d'un meilleur des choses. Donc évidemment, c'est très décourageant. C'est ce qu'on appelle une contrainte asymétrique. C'est très compliqué. Et la bonne nouvelle, à l'inverse, c'est que les efforts qu'on fait pour s'adapter, les efforts qu'on fait en France pour s'adapter au réchauffement climatique, pour limiter les effets du réchauffement climatique, eux se voient en France. Donc la grande isolation des logements, reforestation, etc., essayer de résoudre les questions de sécheresse, de partage des eaux. Donc la grande question qui va venir dans les années qui viennent, qui commence maintenant à émerger, c'est faudra-t-il mettre plus d'argent dans l'adaptation que dans l'atténuation? Ça va commencer. Le gouvernement français vient de faire une grosse campagne de com sur, pas de com d'ailleurs, pour dire il faut se préparer à plus 4 degrés. La communication collective bascule un peu. C'est sain, mais il ne faut pas oublier évidemment l'atténuation parce qu'il faut naturellement en faire beaucoup pour essayer de limiter le réchauffement climatique lui-même avant de limiter les effets du réchauffement climatique. Mais la grande question qu'on doit tous se poser, c'est comment convaincre les opinions publiques rationnellement qu'il faut faire ces efforts-là, alors que ça ne changera rien sur notre climat à nous, que ça va nous coûter très cher, et innovation spectaculaire ou historique dans l'histoire économique, industrielle, sociale d'un pays, quand vous remplacez une voiture thermique par une voiture électrique, ça apporte 0 service supplémentaire. Toutes les révolutions économiques et industrielles précédentes ont apporté des services supplémentaires. Là, il y a 0 service supplémentaire. Vous remplacez votre chaudière à fioul par une pompe à chaleur, c'est la même chose. Et donc c'est très compliqué à voir. Donc quel est le bon argument pour expliquer aux Français et aux Européens qu'il faut être moteur? Alors il y a plusieurs types d'arguments. Il y a la dette historique. On va aller expliquer qu'on a depuis un siècle envoyé du CO2 alors que nos arrière-grands-parents, ni nos grands-parents, ni nos parents ne savaient qu'il y avait un risque. Bon, à mon avis ça ne marchera pas du tout. Il y a l'exemplarité, enfin bon voilà, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement porteur quand on vous demande de payer une nouvelle voiture électrique ou une nouvelle chaudière.
Il y a l'effet d'entraînement. Ça, c'est déjà plus positif. Je pense que c'est un argument qui peut être mis un peu plus. Ce qu'on fait ici, ça peut donner des idées et ça peut donner plus que des idées. C'est un effet d'entraînement technologique. Si nous sommes les premiers à avoir une technologie, ça peut entraîner tout le monde positivement. Et puis, je pense que l'argument principal, parce que c'est vraiment difficile cette question, l'argument principal, c'est de dire, en fait, ça peut quand même... Il faut trouver les angles de communication qui changent notre vie à nous. Par exemple, je pense que la question de la sécheresse et de l'eau est une question absolument essentielle. Essayer de limiter le réchauffement climatique parce que sinon nous manquerons d'eau. Et sinon, il va y avoir... On me disait, quelqu'un d'une grande entreprise de distribution d'eau me disait qu'à Volvic, les habitants sont assez énervés de devoir économiser en ce moment où il y a quelques mois leur arrosage alors que la source pompe énormément d'eau. Et ça va être partout comme ça. Voilà. Ça, c'est très concret. Donc là, il y a peut-être des arguments. Alors, l'effort sur le climat, on a diminué nos émissions de CO2, la France, depuis 1990, de 130 millions de tonnes. On doit les diminuer dans les 7 ans qui viennent de 130 millions de tonnes. Donc il ne faut pas aller 2 fois plus vite, il faut aller beaucoup plus vite. Sur le papier et les ONG, etc., on sait exactement ce qu'il faudrait faire. Il faudrait mettre sur pause le transport aérien, il faudrait financer le remplacement des centrales à charbon indiennes immédiatement parce que c'est beaucoup plus... Le coût d'abattement, c'est-à-dire le coût relatif, est beaucoup... c'est beaucoup plus efficace de remplacer des centrales à charbon indiennes que de changer le parc électrique des voitures électriques, des voitures en France. Il faudrait arrêter les croisières de confort, il faudrait arrêter, etc., etc. Voilà, nous sommes dans un monde où il est fait ce qui est possible de faire. Je crois qu'il faut sortir du débat des croissance, mais on en parlera. Il y a une relativement bonne nouvelle, alors je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, je crois que le découplage entre la croissance et les émissions, on va découvrir petit à petit qu'il est possible, peut-être pas assez rapide, mais qu'il est possible. On va, en 2024, très probablement, avoir le niveau d'émissions, la France, les émissions de CO2 de la France seront, en 2024, égales au niveau de celles de 2020, alors qu'on avait une récession de 8% à cause du Covid. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue. Qui va payer? Consommateurs, salariés, capital, tout le monde va payer. Ça, tout le monde va absolument payer. On voit bien que le clivage est en train de changer, parce que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le clivage il y a encore 10 ans, c'était action-inaction. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace et où faut-il mettre le curseur entre la sobriété et la technologie. Voilà, on pourra en reparler. 5e et dernière conviction. Je pense que le monde du travail et de l'emploi est traversé par des pans très contradictoires et difficiles à percevoir, à comprendre. Évidemment, la démographie modifie le rapport de force en faveur des plus jeunes, et notamment des salariés, par rapport au capital. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qui est très frappant, et l'élément le plus frappant pour moi, c'est que la loyauté à l'emploi et à l'entreprise est beaucoup plus faible. Pas simplement aux entreprises dans lesquelles les gens travaillent, mais même à l'idée de l'emploi. Voilà. Je croisais dans une gare à Aix-en-Provence dimanche Jean Viard, le sociologue Jean Viard, que vous devez connaître de nom. Et alors il me disait, enfin on parlait comme ça, et il me disait, en fait, pendant 10 siècles, les hommes et les femmes ont travaillé pour Dieu, au XXe siècle, ils ont travaillé pour l'entreprise, et maintenant ils travaillent pour eux. Hein, c'est assez juste. Enfin, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, ça sonne bien. Ça sonne bien. Donc on va acheter l'idée. Je ne crois pas vraiment à la souffrance générale de tout le monde au travail. En revanche, il y a évidemment une demande de sens et d'autonomie. Je pense que la demande de sens est souvent mal interprétée. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le sens le bien commun, c'est plus le sens de ma propre activité à moi dans mon entreprise. Elle n'est pas forcément reliée au sens global. Mais il y a clairement une demande d'autonomie beaucoup plus forte. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a quand même des outils qui changent la donne et qui rendent possible beaucoup de choses nouvelles. Un mot, mais je ne sais pas si j'ai le temps, sur la situation française. 5 minutes. 5 minutes, voilà. J'essaye de parler très vite. Sur la conjoncture française, je sors un peu de mes 5 convictions là. Sur la conjoncture française, les choses se tiennent étonnamment bien, et notamment l'emploi. Alors l'INSEE vient de publier à 17h une prévision de croissance de 0,6% pour cette année. C'est vrai que c'est beaucoup moins que l'année dernière, mais il y a quand même un certain nombre de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle,
D'abord, c'est que la France, l'économie ne s'est pas du tout effondrée comme c'était prévu avec la crise en Ukraine. Je me souviens du patronat de l'industrie qui disait nous aurons une récession sur l'industrie de 10%. Bah non, il y a eu plus 0,5. Donc voilà, c'était pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a réussi à supprimer la dépendance au gaz russe. Quand on lit les papiers de février 2022, c'était pas du tout ce qui était imaginé. Alors, on a pris peut-être d'autres dépendances, le gaz de schiste américain, etc. Mais il y a des efforts de sobriété incroyables qui ont été faits, hein, moins 13% quand même, ça n'est pas rien. Je suis effaré que tout le monde se moque du taux de chômage et de la baisse du taux de chômage, qui est quand même quelque chose, enfin, ma génération. On a tout essayé, Mitterrand en 83. C'est quand même, on est encore loin du compte et on sait que ce sont des raisons essentiellement démographiques et que tous les pays sont à peu près au même stade. Mais tant mieux quand même. Enfin, il faut prendre la bonne nouvelle. Je suis étonné que tout le monde s'en moque, mais bon, les bonnes nouvelles, vous savez ce que c'est. Je pense qu'on a quand même, malgré tout, on va avoir un problème d'endettement, parce que on vit un peu sur l'illusion que la dette élevée ne poserait jamais de problème. Non, les taux peuvent remonter très vite. C'est pas le niveau en milliards de la dette, c'est le coût annuel de la dette. C'est-à-dire, quand le coût de la dette atteindra, d'après les prévisions, 70 milliards en 2027, c'est-à-dire le niveau de l'impôt sur le revenu, les Français vont se dire, oh là là, tout l'impôt sur le revenu part juste pour payer les intérêts de la dette. Il va y avoir une question de consentement à l'impôt. Conclusion, la France est un pays un peu étrange, qui se croit ultralibéral, ce qui est quand même assez grotesque. Enfin, c'est mon point de vue à moi. Hein. C'est assez étrange quand on a des dépenses publiques qui sont à 56% du PIB. La vraie difficulté, c'est que ce type de fonctionnement ou d'équilibre, qui est totalement atypique dans le monde développé, nous avons même dépassé le Danemark maintenant, ça fonctionnait quand les services publics fonctionnaient bien. Il y a une phrase un peu vacharde de François Hollande, il lui arrive de l'être, mais avec beaucoup d'humour. François Hollande dit, c'est très étonnant, Emmanuel Macron s'est fait élire avec un mouvement qui s'appelle En Marche. Et pourtant, avec lui, rien ne marche. C'est pas gentil. Mais c'est vrai que l'opinion peut avoir le sentiment que les hôpitaux, l'éducation ne fonctionnent pas bien. C'est en partie faux, parce que l'essentiel marche quand même, mais il y a des irritants dans beaucoup d'endroits, et des irritants qui sont les temps pour avoir des passeports, les urgences et ce genre de choses. On a quand même des services publics qui, globalement, encore fonctionnent bien, mais il y a ce sentiment. Donc nous avons des services publics qui laissent créer de l'insatisfaction, et en même temps, nous avons des comptes publics qui sont très dégradés, plus dégradés que partout ailleurs en Europe, et avec une sorte d'indifférence, mais spectaculaire, qui est invraisemblable. En France, les comptes ne comptent pas. Alors ça remonte à Napoléon et Louis XIV, mais ça nous fait une belle jambe, ça ne change pas grand-chose. C'est très difficile, un peuple politique, un peuple qui croit qu'à chaque... Très drôle de voir que l'intérêt pour les questions climatiques chez beaucoup de Français aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi un moyen de mettre à bas le système économique qu'on déteste et tout ça, au lieu d'aller à l'essentiel qui est comment on fait. On a une sorte bon, voilà, on a inventé, tout le monde, le mot « quoi qu'il en coûte » a finalement été inventé par la France il y a une bonne quarantaine d'années. Le premier budget en déficit de l'État, c'était 1974. Nous sommes en 2023, ça doit faire 50 ans. Voilà. Bel anniversaire, joyeux anniversaire. Nous sommes un pays qui a longtemps oublié l'industrie, et ça, on l'a payé très très cher. Nous sommes un pays qui, à force de dire que tout le monde vit misérablement, oublie de s'occuper de ceux qui vivent vraiment misérablement, parce qu'on met tout le monde dans ce même sac, et donc on arrose trop largement, et on ne vise pas avec des politiques ciblées ceux qu'on a vraiment besoin. Et nous sommes un pays qui, je crois, ne travaille pas assez. Mais on a des beaux atouts. Moi, ce qui me soucie le plus en ce moment, c'est la fracture, là, c'est très récent, qui se crée en ce moment entre les télétravailleurs et ceux qui sont assignés à leur poste de travail. Alors, quand on parle de DRH, ils disent non, ça ne pose pas de problème dans les entreprises. Je ne vois pas, regardez, Paris, le jeudi soir, est vide. Mais c'est spectaculaire. Tout le monde est parti en maison de campagne, je ne sais où, pour faire la journée de travail du vendredi en télétravail. Je ne vois pas comment à un moment ou à un autre, ça ne poserait pas de problème. Mais notre problème majeur,
Notre problème majeur est très loin, c'est notre morale. Il y avait une de Vie économiste qui était juste au moment de l'élection présidentielle, qui était avec un drapeau français déchiré, et c'était aux larmes citoyens. Les Français se vivent malheureux, alors que nous ne sommes pas si malheureux que ça. Mais évidemment, dire ça, c'est dire il voit tout en rose, il est du bon côté du manche, etc. Mais quand on regarde la majorité des macro-indicateurs, il ne faut pas regarder que ça, nous n'avons pas tant de raisons que ça d'être épouvantablement malheureux. Et pourquoi nous sommes malheureux? Alors, il y a 1000 explications. Probablement parce que nous manquons d'un récit collectif. Nous ne savons pas ce qui nous réunit en France. Quand vous parlez aux Allemands, c'est leur industrie. Quand vous parlez aux Anglais, c'est leur insularité. Vous parlez aux Américains, c'est l'innovation. Vous parlez aux Chinois, c'est le rattrapage phénoménal, historique, inédit dans l'histoire de l'humanité d'un pays. Vous parlez aux Italiens, c'est je sais pas, le luxe, la gastronomie, la culture, Berlusconi, voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est la France? Au fond, qu'est-ce qui nous réunit? Est-ce que c'est notre mode de vie, notre équilibre? On a choisi un équilibre de vie totalement atypique, hein, qui a ses vertus. C'est quand même le confort de vie. Au-delà même, c'est ce que disent les 35 heures, c'est ce que disent beaucoup de choses, le débat sur la semaine de 4 jours, etc. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose. Quelle est notre colonne vertébrale? Voilà. Qu'est-ce qui nous réunit? Et nous sommes donc un pays assez fragile. Nous sommes un pays assez fragile, et j'ai évoqué tout à l'heure le risque qui est, mais qui est aussi une question, est-ce que nous sommes en avance de phase par rapport aux autres pays ou en arrière de phase? Je m'explique. Est-ce que nous sommes un pays qui va suivre les autres sur la voie du populisme au pouvoir, Trump, Meloni, le Brexit, ou nous avons déjà dépassé cette phase, nous ferons comme l'Allemagne, nous éviterons cette case-là? Je n'ai pas la réponse. Quand on regarde les rapports de force politiques, on est un peu inquiet. L'extrême gauche faisant évidemment, enfin à mes yeux, évidemment la courte échelle de l'extrême droite pour provoquer une sorte de chaos après. Voilà. Mais je ne sais pas très bien où nous en sommes aujourd'hui sur le plan politique. Voilà, j'avais promis d'être positif, mais il faut trouver, j'espère que la discussion qui va venir, nous allons entendre toutes les raisons d'être optimistes pour les années qui viennent. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour cette vaste, très très vaste analyse de la situation française. Je voudrais revenir sur un thème que vous avez amplement développé, mais sur l'écologie, parce que c'est quelque chose qui, en plus, va nous concerner cette année, en novembre, sur deux choses. Par rapport à tout ce débat croissance-décroissance, croissance régénérative, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à dépasser dans cette histoire de croissance? Est-ce qu'on part dans le bon sens? Enfin, dans quel sens faudrait-il partir? Et sur l'écologie, on voit effectivement que dans vos chroniques, dans vos éditos du matin, vous en parlez souvent. Est-ce que vous sentez que les entreprises évoluent d'elles-mêmes, ou bien parce qu'elles attendent des normes, des contraintes, des quotas, ou qu'elles se disent la situation change, donc il faut que je m'adapte à la situation? Comment est-ce que vous sentez les entreprises vivre cette question écologique, sachant qu'elles sont aussi, on va dire, challengées par les problèmes de croissance, décroissance par les plus jeunes d'entre nous? Et on est tous challengés par les plus jeunes que par nos enfants, etc. Bon, je vais faire la réponse classique sur la croissance-décroissance. Dépasser le sujet croissance-décroissance, il y a des activités qui doivent croître et des activités qui doivent décroître. Évidemment, des activités qui doivent décroître sont toutes des activités carbonées. La question, c'est de savoir si les activités carbonées peuvent toutes décroître sans changer notre niveau de vie, notre mode de vie. À terme, oui, je pense qu'on peut répondre par la technologie et la croissance d'activités décarbonées. Je pense que oui. À court terme, je constate que non, parce que ça fait 20 ans qu'on dit que la technologie va trouver les solutions. La technologie
soit n'a pas trouvé les solutions, soit la technologie n'est pas utilisée ou l'argent n'est pas mis au bon endroit pour aller très vite et avancer. Donc moi je pense, alors évidemment je suis un peu orthogonal à la ligne que je défends aux Échos, qu'on défend aux Échos, je pense qu'un certain nombre d'activités économiques, en attendant que les technologies et les solutions, doivent être mises un peu sur pause. Je ne comprends pas pourquoi on doit... Le secteur de l'aviation, et alors c'est un débat très très compliqué, l'aviation, parce que il n'est sous le contrôle de personne. En réalité, aucun État n'a la main. Et même l'Europe n'a pas la main. Donc c'est un secteur très atypique. Mais pourquoi on doit absolument espérer retrouver 1 million de touristes chinois en France? Pourquoi cette inégalité flagrante que j'ai un certain nombre d'amis qui peuvent partir dans des pays européens avec beaucoup de soleil, pratiquement, enfin plusieurs fois, très souvent. Voilà. Je fais attention, ils pourraient se reconnaître si un jour la vidéo circulait. C'est pour ça que je fais attention. On est quand même dans un paradoxe. Donc je pense qu'un certain nombre de choses devraient être mises sur pause. Ce qui est encourageant quand même, enfin non, le vrai sujet, j'y reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment convaincre les Français et les Européens qu'il faut faire beaucoup plus que les autres, alors qu'on n'en verra pas les effets. Voilà. Tant qu'on n'a pas trouvé la réponse à ça, je crois qu'on aura beaucoup de mal. Et intellectuellement, elle n'est pas trouvée. Il n'y a pas pour l'instant, me semble-t-il, de récit libéral, mais libéral au sens, non pas du libéralisme économique, mais du libéralisme politique. Il n'y a pas de récit des pays occidentaux développés sur, idéologiquement, solide sur les questions climatiques. Et quand on rencontre les acteurs économiques, je fais la transition avec la deuxième question, c'est assez frappant. C'est-à-dire que les acteurs économiques, dans leurs entreprises, vraiment depuis 1 ou 2 ans, il y a des tas de choses qui sont faites, vraiment. Là, mais ça a changé incroyablement. Et c'est pas, il faut arrêter de dire que c'est des greenwashing. Ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai. Je parle des très grandes entreprises. Parce qu'il y a une pression, etc. Dans les PME, c'est très différent. Par exemple, j'ai découvert cet après-midi que, à l'heure du déjeuner, que vous savez, la moitié du parc automobile en France, enfin des achats, c'est ce qu'on appelle les flottes automobiles des entreprises. Et en fait, les entreprises achètent beaucoup moins de voitures électriques que les particuliers. Enfin, moi, j'imaginais l'inverse. J'imaginais que les entreprises allaient à fond. En fait, 10% des voitures neuves achetées par les entreprises, c'est d'électrique, et les particuliers, c'est 20%. Bon, il faut obliger, évidemment, les entreprises à... Enfin, il faut moduler les... Il faut changer un certain nombre de trucs pour les inciter à changer ça. Donc, tout n'est pas encore fait. Les grandes entreprises, ça bouge. Ça bouge, mais dans le cadre du système actuel qui est, je ne mets en pause aucune activité. Voilà. Donc, alors après, il y a plusieurs débats économiques. Le premier débat économique, c'est est-ce que c'est l'offre ou la demande sur lesquelles il faut agir? Voilà, éternel débat. Est-ce qu'il faut contraindre Total ou contraindre les clients de Total? Là, c'est vraiment la poule et l'œuf, hein. On n'en sort pas. Qu'est-ce que sont prêts à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme risque sur le pouvoir d'achat? J'ai évoqué ça tout à l'heure. La technologie, enfin, il y a des choses assez simples. Par exemple, les jets privés dont tout le monde parle. Une idée simple serait de dire, vous avez, les amis, jusqu'à 2030 pour convertir obligatoirement en moteur électrique, en avion électrique ou ce que vous voulez. On n'est pas obligé d'interdire les jets. Interdire les jets, ça n'a aucun sens. Ils sont utiles, ils ne servent pas qu'aux milliardaires, mais vous avez 5 ans pour décarboner à 100% vos transports. Ce sont des choses possibles. Il y a des fenêtres de passage. Mais encore une fois, le récit collectif, pourquoi le faire, manque encore. Il est à trouver. Et je vais être plus court dans mes réponses. À partir de maintenant. Alors, première salve de questions. Une question qui va te plaire. Quelle perception vos collègues athées ont-ils de vous et de votre pratique chrétienne? Est-ce qu'il y a des échanges là-dessus ou pas du tout, quand il y a des sujets liés à l'Église? Est-ce qu'il vous arrive de témoigner de votre foi dans la rédaction? Bon. Autre question, bien semaine sociale. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est marginale dans le paysage actuel ou pas? Est-ce que il faut y croire? Est-ce que, dernière question, est-ce qu'on peut, parmi les points positifs, est-ce qu'on ne peut pas relever le nouvel intérêt des Français pour l'Europe, puisqu'on est bientôt aux prochaines élections,
notamment comme acteur, enfin l'acteur européen en matière de vaccin Covid. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui a un petit peu changé la donne sur notre rapport à l'Europe? Non, je ne me lève pas à la conférence de rédaction sur la table pour dire en tant que chrétien, voilà la langue qu'il faut prendre pour un article, ça c'est absolument certain. Non, c'est pas un... En fait, ce qui a vraiment changé, mais c'est pour chacun d'entre nous, ce qui a changé en 20 ans, c'est que il y a 20 ans, quand j'ai commencé il y a un peu plus, là je suis en train de vous mentir en fait. Quand j'ai commencé il y a quelques décennies, le fait d'être catho était mal perçu et suscitait de l'ironie, du scepticisme et négatif. Aujourd'hui, c'est l'indifférence. Mais ça a des avantages, l'indifférence, mais là, j'énonce des truismes. C'est que quand il y a de l'indifférence, enfin de l'indifférence, non, c'est un terrain totalement vierge en réalité. Il n'y a plus de culture religieuse, il n'y a plus de... Donc en fait, c'est au contraire un terrain intéressant pour ouvrir des discussions. Et dire, bah, tiens, sur les questions écologiques, il y a des choses qui sont dites qui peuvent être intéressantes. Oh, tiens, le pape François a dit quelque chose. Ah, et d'ailleurs, je vois bien qu'à France Inter, ce que dit le pape François sur ce sujet-là intéresse plus que si ça avait été il y a 30 ans, parce qu'il y a moins d'hostilité. Bon, il faut prendre les verres à moitié pleins en les forçant un peu, hein, mais ça, c'est plutôt bien. L'économie sociale et solidaire, oui, c'est marginal. Est-ce que ça restera marginal? Je le pense. Il faut faire la différence avec l'économie mutualiste, qui, elle, est beaucoup plus forte en France, notamment dans le domaine bancaire et assurantiel. Pourquoi l'économie sociale et solidaire, à mon avis, restera marginale? C'est que nous sommes dans un moment de transition industrielle, technologique, écologique. Je n'ai pas parlé de technologie, mais c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans une vague d'innovation qui ne va pas s'arrêter. Et donc, on a besoin de capitaux. Et l'économie sociale et solidaire n'a pas de capitaux, et donc nous sommes, donc je crois qu'il y a un mur, voilà. Je dis les choses un peu brièvement. L'intérêt pour l'Europe, oui, c'est vrai, l'Europe a formidablement réussi sur le vaccin. Il s'est passé quelque chose d'étonnant et de beau finalement, c'est que l'Allemagne, qui produisait les vaccins BioNTech, a décidé d'en avoir moins pour que la Roumanie en ait plus. Je dis bravo, parce que ça a eu un coût humain. Et inversement, la France, etc. Donc il s'est passé quelque chose de beau. Ce qui se fait sur le Fit for 55, c'est-à-dire le programme européen pour l'écologie, c'est intéressant. Attention que ce soit pas trop réglementaire. L'Europe doit faire attention à ne pas devenir les championnes des régulations et rarement de l'innovation. Ce qui, par exemple, sur l'intelligence artificielle, quand on voit le texte qui a été voté hier ou avant-hier soir au Parlement européen, est un peu inquiétant. Parce que, alors c'est un texte, c'est juste Parlement européen, la Commission va passer derrière, mais attention à ça. Sur le projet européen, on voit bien que nous sommes repassés, enfin c'est l'OTAN qui a repris la main là, hein. C'est l'OTAN plus que l'Union européenne. Voilà, donc pour l'instant nous sommes dans une phase sous parapluie. Quand on voit les pays baltes sont plutôt tendance à vouloir se mettre sous le parapluie, et je les comprends, sous le parapluie américain que sous le parapluie de la défense européenne qui n'existe pas. Voilà. Une question complémentaire, parmi tous les sujets que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y en a certains sur lesquels les chrétiens sont particulièrement sollicités, ou en tout cas pour lesquels une contribution de chrétiens aurait un poids spécifique, ou pas? Bah, il y en a deux, il y en a un traditionnel et un nouveau. Le traditionnel, c'est évidemment l'attention aux plus faibles. Par les grandes associations comme le Secours catholique, les chrétiens ont évidemment un rôle majeur et reconnu dans tous les médias. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le sujet nouveau, bah, c'est celui-là, évidemment. La perspective de profondeur historique, l'attention à la nature au sens large et noble, c'est évidemment crédité aux chrétiens. Donc là, c'est un terrain très fertile pour la réflexion, les propositions. C'est une question parce qu'il y a environ 200 personnes qui vous suivent en ligne. Bon, c'est un peu moins que 4,6 millions d'auditeurs, hein, je suis désolée. Mais de Croatie, de voilà. Bretagne, de plein d'endroits. Et votre avis sur les questions migratoires, sur ce qui est vécu actuellement et sur ce qu'on peut attendre pour la suite? C'est pas mon domaine de compétence. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Moi, je suis plutôt favorable aux migrations, mais il faut préciser toujours que quand quelqu'un qui suit l'économie s'exprime sur ces sujets, c'est pas pour des raisons économiques et pour baisser les salaires dans les entreprises. C'est souvent la suspicion qui est faite. Je pense que les échanges sont profitables. Les personnes qui arrivent ici sont généralement ont une volonté, une force de caractère, ou ont traversé des épreuves qui méritent qu'on les aide. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut, je pense, Édouard Philippe a eu, dans son interview, il a eu une formule, il faut arrêter de mentir aux Français, notamment sur les évolutions profondes. Moi, je suis très frappé de voir qu'on ne dit pas, on peut à la fois dire, oui, le pays est ouvert, mais ne pas essayer de faire croire qu'en réalité, rien n'a changé depuis 20 ou 30 ans. J'ai été très frappé d'une publication de l'INSEE il y a 2 mois, qui faisait un grand bilan sur l'immigration, et on voyait que la proportion des étrangers, distinction, des étrangers en France avait bondi de 20% en 10 ans, entre 2010 et 2020. Elle était passée par exemple de 8,2 à environ 10,3, etc. C'est-à-dire que ça doit faire 20% à peu près. Et l'INSEE, que j'aime énormément, c'est mon petit travail quotidien, avait titré sa note entre 1960 et 2020, ça a été multiplié par 3. Et n'osez pas, manifestement, à moins que ce soit inconscient, dire que ça a augmenté de 20%. Et les Français le sentent, ça. On ne peut pas mentir sans cesse. Ça ne sert à quoi? Et les médias, une partie des médias, enfin non, non, je retire ce que je viens de dire, parce qu'accuser les médias, ça fait vraiment... C'est un poncif. C'est un poncif. Mais il faut dire la vérité. Parce que dire la vérité, ça permet derrière d'expliquer pourquoi les choses sont comme ça, ou pour certains, pourquoi elles ne devraient pas être comme ça. Mais cacher les choses, ça n'a aucun sens. Voilà. Toujours sur l'immigration, quel regard est-ce que vous portez par rapport aux besoins de main-d'œuvre de nombreux secteurs? Et est-ce qu'on peut avancer les choses de ce point de vue-là? Je sais qu'il y avait une proposition à la future loi immigration, peut-être là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a trop de craintes dans la société française pour avancer, pour permettre effectivement peut-être des migrations plus faciles pour tel ou tel type d'entreprise et d'emploi? Il suffit d'aller dans un restaurant à Paris ou ailleurs pour voir que ce sont des secteurs qui sont largement ouverts, avec des gens qui ont envie de travailler. Alors, est-ce que ce sont des métiers plus difficiles que les autres? Peut-être. La réponse sur ces questions, c'est d'abord aux entreprises qu'il faut les adresser pour que les conditions de travail et les salaires soient attirants pour tout le monde. Mais je ne crois pas, et je le redis, que l'immigration doive être vue uniquement comme une réponse aux questions économiques ou de besoins en main-d'œuvre. Ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est quand il y a des réfugiés qui viennent de pays en guerre, on les accueille. Voilà, et on se débrouille pour que ça se passe bien. Alors après, encore une fois, ça n'est pas mon domaine de compétence, donc je ne veux pas aller trop loin. Mais l'idée d'ouvrir à certaines... En fait, non mais on a une difficulté, c'est l'immigration qualifiée. On a moins d'immigration qualifiée que d'autres pays. Alors c'est probablement à cause du français. Les pays anglophones attirent beaucoup plus. Ça pourrait être l'inverse. Hein. On est un des seuls pays où les études supérieures sont gratuites à 100%. Donc on devrait attirer. Et en fait, on n'attire pas forcément tous les meilleurs que nous pourrions attirer. Et donc, c'est plutôt de ce côté-là il faut vraiment qu'on ait envie d'attirer. C'est quand même extraordinaire. Nous avons, je crois que sur les 400 personnalités reconnues en intelligence artificielle, il y a une bonne centaine de Français dans le monde. Bon, mais il y en a combien qui sont en France aujourd'hui? Cette semaine, il y a une entreprise qui s'est créée par 3 jeunes ingénieurs. Ils doivent avoir entre 30 et 35 ans. Ils ont annoncé hier qu'ils avaient levé, comme on dit, 100 millions d'euros. L'entreprise n'a qu'un mois. Un mois. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais quand ils ont vu la régulation européenne votée au Parlement, je ne suis pas certain qu'ils aient envie de rester très longtemps en France, puisqu'on dit en gros, vous ne pouvez pas explorer trop de pistes que nous connaîtrions à l'avance. Par définition, on ne connaît pas les choses. Donc, il faut être capable de retenir les Français et les étrangers qui ont énormément de talent, de dynamisme, et qu'on soit capable de faire ça.
Merci beaucoup, Dominique Seux, de ce moment partagé. Je crois qu'on pourra revoir la vidéo pour celles et ceux qui voudraient réviser ou. Merci beaucoup de votre accueil voilà, et de cet échange rapide. Merci à vous. Et pour ceux qui sont sur place, on peut aller boire un verre. Désolé pour ceux qui sont à distance. Ah oui, non, le résultat dont tout le monde se languissait, pardon, excusez-moi, je vous vends du rêve et après je suis pas au rendez-vous. Alors, sur le rapport d'activité, on a 98% d'opinions favorables, de votes favorables. L'approbation des comptes, 97%. L'affectation du résultat, 95%. L'approbation du budget, 96%. L'accès pour notre nouveau trésorier au conseil d'administration, 91%. Et le renouvellement du mandat de Laurent de Mottor, 96%. Merci pour vos votes.